toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus. Bonsoir à toutes et à tous. Ici, c'est Jean-Pierre Saunier, donc je suis guide raélien pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis également donc ambassadeur du futur et animateur de cette soirée. Je suis accompagné de Marilyn Canin, qui est mon assistante pour la soirée. Et puis, nous avons un invité de prestige que j'aime beaucoup. C'est David Uzal, qui nous vient donc du fin fond du Brésil et de France. Enfin, c'est un grand voyageur qui va nous expliquer qui il est dans les quelques minutes qui suivent. Là, je suis très heureux de le voir parmi nous, car il va participer vraiment à notre soirée et nous faire beaucoup de plaisir, j'en suis convaincu. Il va nous secouer un peu. Je le connais. Donc, avant de démarrer en plein dans le sujet, je voudrais quand même répondre à une question qui m'est posée depuis quelque temps. Pourquoi, je n'ai pas répondu encore, pourquoi une émission qui s'appelle comme ça, Tout là-haut dans le ciel? Tout là-haut dans le ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tout là-haut dans le ciel? Eh bien, parce que tout là-haut dans le ciel, il y a des grands yeux qui nous regardent. Ils appartiennent à un bon nombre de civilisations extraterrestres qui attendent de nous voir, écoutez bien, ils attendent de nous voir atteindre le niveau d'acceptation nécessaire pour entrer dans le cercle des civilisations dignes de circuler librement dans l'espace. Oui, et dans ce nombre de civilisations, il y en a une qui est très particulière, qui a un lien très particulier avec notre humanité. Cette civilisation particulière est celle qui, il y a très longtemps, est venue sur Terre pratiquer une vaste opération de terraforming. Et en effet, il y a une énorme mission composée de scientifiques de toute discipline, de techniciens, de logisticiens, d'artistes et leurs familles, et une somme de matériel incroyable et de savoir qui a été mobilisé pour venir aménager la Terre, à l'époque une planète vierge, entièrement recouverte d'eau, et ils l'ont aménagée en un vaste laboratoire d'ingénierie du vivant. Alors, l'ingénierie du vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à des créateurs de vivants. Eh bien, tout ce qui a vécu sur Terre et tout ce qui vit actuellement sur Terre est le fruit justement de cette vaste expérience, une vaste expérience scientifique et humaine. L'être humain terrien est lui aussi donc le fruit d'une expérience, de cette expérience scientifique. Toute la vie sur Terre, animaux, végétaux, poissons et tout ce qui est vie aquatique et l'être humain, c'est le résultat d'une fantastique expérience d'ingénierie génétique. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très particulier avec ces extraterrestres, on va les appeler les créateurs, et nous. Nous sommes leurs enfants scientifiques, leurs enfants, on va dire, d'amour. Oui, et en fait, nous avons grandi sous leur regard, un regard attentif, et nous les avons rendus heureux quelquefois, et quelquefois nous les avons attristés. Et en fait, ils attendent que nous fassions nos preuves d'humanité pour atteindre un certain niveau, ce qu'on peut appeler un niveau d'Élohim, c'est-à-dire arriver à être des êtres humains sans violence, avec du respect et la capacité à vivre fraternellement. Alors, à différents moments de l'avancée de l'humanité, ils ont envoyé des prophètes et des guides, et leur mission consistait à nous aider à prendre les virages difficiles du parcours de l'humanité. Et donc, en même temps, à franchir ces étapes en donnant des visions sociétales et des visions individuelles. Alors, ce qui est de rassurant et de bien pour notre civilisation à nous aujourd'hui, notre génération, c'est qu'ils estiment que nous avons atteint un niveau de connaissance scientifique suffisamment élevé pour comprendre, avec ce nouveau regard, le fait que la vie sur Terre n'est pas le caprice, le fruit d'un dieu ou d'une évolution, mais d'une création scientifique. Eh bien, nous sommes capables de comprendre ce que nos ancêtres ont légué culturellement et cultuellement quant à notre origine. Alors maintenant que nous manipulons avec aisance, on peut dire, la matière,
et que nous envisageons d'aller visiter l'espace, il est possible pour les humains, c'est-à-dire ceux qui sont les plus à même et ouverts d'entre nous, ouverts d'esprit, de relier l'histoire en fait que les ancêtres nous ont amenée et les connaissances scientifiques que nous développons actuellement et que nous allons découvrir dans un avenir très proche pour faire le lien entre donc nos deux civilisations, les créateurs et nous, et pourquoi pas un avenir extraordinaire pour cette humanité dans un avenir très 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 proche si on le veut. Et donc, ils ont envoyé en 1973, leur dernier messager qui s'appelle Raël, qui est là pour donner à l'humanité la vision de ce qu'est la vérité sur notre passé et donc aussi des possibilités d'avenir. Mais si nous choisissons un chemin particulier, c'est-à-dire un chemin qui est pas forcément facile, qui peut s'appeler progression ou autodestruction. C'est ça. Nous sommes arrivés à cette étape de choix incontournable. Je dis bien, c'est un choix qui est incontournable. Alors, parce que toute civilisation qui progresse dans l'univers, qui a été, je dirais, posée sur une planète, va démarrer à un stade de, je dirais, primitif. Elle va grandir par elle-même, apprendre par elle-même, découvrir par elle-même, jusqu'à arriver à un moment donné où elle a sa science, sa connaissance lui permet de partir dans l'espace. Ça, c'est comment dire, un axe très, très, très difficile à passer parce que d'un côté, on a la science, la technologie avec une puissance extraordinaire et de l'autre côté, un esprit. Un esprit, que va-t-il être cet esprit? Belliqueux ou fraternel? C'est là que tout se passe. Si jamais il est belliqueux, eh bien cette humanité, elle part en vrille et elle arrive à l'autodestruction. Si elle est fraternelle, elle va partir dans l'espace et être accueillie à bras ouverts par les civilisations évoluées de l'espace. Donc, dans cette progression, il y a deux axes qui sont importants pour notre humanité maintenant. Maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est maintenant. C'est générer au plus vite la paix sur la Terre et au plus vite en œuvrant avec amour. Ça, c'est le premier axe. C'est développer une nouvelle société où l'humain sera enfin mis au centre des préoccupations du système et pas le contraire. Et puis, ils nous disent, si vous voulez qu'il y ait maintenant le lien, édifiez-nous une ambassade pour acquérir ceux qui vous ont créé, c'est-à-dire nous. Et puis, bien sûr, ça sera aussi le lien avec les autres civilisations qui nous attendent avec beaucoup d'intérêt. Tout là-haut dans le ciel, eh bien, de grands yeux te regardent, mais toi, tu ne les vois pas encore. Alors, on va parler de plus en plus d'apparitions d'ovnis dans les moments qui vont venir, dans les années qui vont venir. On ne les voit pas, mais ici et là, ils apparaissent, ils nous font des clins d'œil. C'est à nous de jouer et de leur faire signe donc, que l'on peut penser qu'on a une grande responsabilité devant nous. Allons-nous aller vers l'autodestruction ou allons-nous aller vers la fraternité et le voyage dans l'espace avec un avenir extraordinaire? David, je suis heureux de t'accueillir parce que nous allons parler effectivement de la situation actuellement, de ce qui se passe sur notre planète. Elle est justement arrivée au moment où ce choix se présente. Mais juste avant que tu ne prennes la parole, j'aimerais faire passer un petit message d'un personnage qui, à 40 ans, parlait aussi de faire attention à ce qui se passe. Je le nomme Osho, pour ceux qui le connaissent. Est-ce qu'on peut avoir un petit clin d'œil de Osho? Nous vivons actuellement dans une période très particulière dans laquelle quelque chose est venu troubler, alourdir le climat social de toute notre humanité, la peur. La question est accrochée à pratiquement toutes les lèvres sur tous les continents. Comment éviter la pandémie? Osho, maître spirituel indien décédé en 1990, a été interrogé à ce sujet il y a environ 40 ans lorsque le sida se propageait. Il a répondu ainsi: « Vous posez la mauvaise question. La bonne question devrait être: comment éviter la peur de la mort parce que l'épidémie est là? Il est très facile d'éviter un virus, mais c'est très difficile d'éviter la peur en vous et l'éviter dans le monde.
Les gens mourront plus de peur que d'épidémie. Aucun virus dans le monde n'est plus dangereux que la peur. Comprenez cette peur, sinon vous deviendrez un cadavre avant que votre corps ne meure d'épidémie. L'atmosphère effrayante que vous ressentez dans ces moments est une folie collective. Cela s'est produit des milliers de fois et cela se reproduira. Si vous ne comprenez pas la psychologie humaine et la peur, votre conscience peut être complètement perdue. Vous ne saurez même pas quand vous avez perdu le contrôle. Alors la peur peut vous faire n'importe quoi. Faites attention. Ne regardez pas les nouvelles qui font peur. Arrêtez de parler. Répéter la même chose encore et encore, c'est de l'auto-hypnose. La peur est un type d'auto-hypnose. Elle provoque des changements chimiques dans le corps. Et si vous l'entretenez encore et encore, cela peut provoquer un changement chimique si toxique que ça peut vous tuer. Pendant une épidémie, l'énergie dans le monde devient irrationnelle. Vous pouvez tomber dans un trou noir à tout moment. La méditation. La méditation, ou plutôt la paix cérébrale, le silence mental, peut alors créer une aura protectrice dans laquelle aucune énergie négative ne peut pénétrer. Comment rendre l'homme esclave en 5 pas. 1. Garde l'homme le plus faible possible. 2. Garde l'homme autant que possible dans l'ignorance et l'illusion. 3. Garde l'homme aussi effrayé que possible. 4. Garde l'homme le plus malheureux possible. 5. Garde les hommes éloignés les uns des autres autant que possible. Au chaud. Voilà en fait ce qu'il nous disait en ces temps-là, il y a 40 ans. Et ça doit peut-être vous rappeler quelque chose hein, d'une période que l'on vit actuellement. Et je voudrais que cette soirée, on passe donc le cap de l'éveil. Rentrer dans l'éveil qui est le véritable antidote de la peur, l'éveil qui est quelque part une ascension avec différentes marches. Les marches de l'éveil, vous avez donc un événement déclencheur qui, quelque part, va attirer la curiosité. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, l'événement déclencheur, c'est une épidémie qui est là, qui est en train de mettre le bazar partout. Et puis, il y a ensuite donc des informations qui passent, des informations qui sont objectives et des autres qui ne le sont absolument pas, ce qui fait qu'on ne sait plus où regarder et où est la vérité. Voilà où on en est actuellement. Et ça mériterait quand même quelque part qu'on fasse une remise en question de tout cela pour pouvoir découvrir les vraies lignes maîtresses qui nous permettraient de sortir de tout cela. David, que penses-tu, toi, de ce qui se passe aujourd'hui, là, dans cette situation? Qu'est-ce que ça bouge au niveau du climat social, de la société, des individus? Quel est ton regard là-dessus? Donc, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai beaucoup aimé votre introduction à deux, Marilyn et toi. Alors, la situation actuelle, tu parles de peur. Oui, il y a de la peur. Je ne sais pas s'il y a que de la peur. Il y a aussi une forme de délire, de folie. Et puis, une situation n'arrive jamais par hasard, hein. Je dirais dans l'escalier de la catastrophe, il y a le premier moment qui est le choc. Et on a toujours dans ce premier moment une sensation d'inconfort, de frustration, comme si quelque chose qui ne devait pas arriver est arrivé. C'est toujours quand quelque chose nous vient dans la figure, c'est la première réaction qu'on a malgré nous, mais pourquoi il y a ça, etc. Puis après, une fois que le choc est passé, on se rend compte que finalement, ce qui arrive rentre tout à fait dans la logique, dans le mouvement des choses, dans le mouvement de l'histoire, on pourrait dire. Selon toi, enfin, du moins selon l'histoire que tu as étudiée, depuis quand ce type de peur, ce type d'angoisse que nous connaissons aujourd'hui est entré dans nos vies? On a un programme, hein, comme on sait bien,
qu'on soit régnant pas, on est programmé culturellement et chaque époque a un type de programme et nous, on est dans un type de programme particulier qui a commencé il y a 200 ans. Enfin, c'est un sous-programme dans un programme plus grand et ça crée ce type d'homme qui est certainement le plus peureux de l'histoire de l'humanité. C'est pour faire très court, hein, c'est le type humain qui naît avec la révolution industrielle, c'est-à-dire la capacité de produire en grande quantité des objets pour notre confort. Tout ça nous paraît évident aujourd'hui, mais c'est inédit dans l'histoire de l'humanité d'avoir des usines qui fabriquent en grande quantité tout un tas de choses qui vont faire qu'on va rentrer dans une ère de confort qui était rêvée. Il y a un philosophe qui disait, même Louis XIV, le roi de France, avait moins de confort que le moine des ouvriers aujourd'hui. Il écrivait ça dans les années 30, puisqu'il ne pouvait pas appeler au téléphone, il ne pouvait pas écouter la radio, il ne pouvait pas allumer la lumière. Donc, on a un confort extraordinaire comparé aux époques antérieures. Et ça nous a ramolli. Et toute l'histoire de l'humanité montre que quand une civilisation arrive à un certain état de puissance, elle se ramollit. C'est un phénomène physique. On sent qu'on n'a plus à faire d'efforts. Et là, on est vraiment dans un état de ramollissement total. Alors, personnellement, j'ai beaucoup de défauts. Et un de mes défauts, c'est que je sens très peu la peur. C'est peut-être un défaut parce que je vais au-devant des choses, au contraire, plus c'est risqué, plus ça me stimule. Donc j'ai beaucoup de mal à sentir qu'on puisse avoir peur, mais pourtant il y a vraiment des gens qui effectivement ont peur. Je pense que c'est pas le seul élément qui fait que nous soyons maintenant dans ce qu'on peut appeler une dictature sanitaire. Il faut bien comprendre que les dictatures, surtout quand c'est un nouveau dictature, attention, étymologiquement, ce n'était pas ce qu'on entend aujourd'hui, mais les tyrannies, surtout au début, on ne s'en rend pas compte. On se rend compte des choses après, surtout quand c'est un nouveau modèle. Donc là, on est encore dans la phase où on n'a pas pris conscience. Il va falloir des années, il va falloir qu'on en sorte pour qu'on se rende compte de combien on est rentré dans quelque chose qui est une aberration totale. Nos libertés sont détruites, les gens se promènent au milieu de la nature avec un masque, c'est ahurissant. Donc on est dans une période qui est tout à fait particulière de l'histoire de l'humanité, inédite. Et ce que disait Osho il y a 40 ans, c'est tout à fait juste. Sauf qu'il y a 40 ans, on avait 2-3 chaînes de télévision. Aujourd'hui, on en a, je sais pas moi, 40, 50. Et puis on a cette machine là, qui nous envoie des informations en permanence. Donc la capacité d'induire la peur et des messages anxiogènes est décuplée. Au XVIIIe siècle, là je pense à un philosophe particulier qui disait au XVIIIe siècle, les gens étaient beaucoup plus libres qu'aujourd'hui, quoi. Parce que le roi ne pouvait pas dire je fais un discours et je vous dis vous restez tous chez vous ce soir comme le fait Macron et il fallait 2 semaines pour que les nouvelles arrivent de Paris à la province. Donc les gens quelque part étaient beaucoup plus libres. Il y a cet aspect technique de la technologie de la communication qui fait que nous sommes littéralement bombardés d'informations anxiogènes. Alors il faut couper, il faut couper les télévisions, c'est une nécessité aujourd'hui. La télévision, c'est un outil de propagande. Nous, ça fait très longtemps qu'on le dit, ça fait très longtemps que Raël a une opinion sur les médias, on sait ce qu'elle est, et on a vu ce qu'ils nous ont fait. Et ce qui est intéressant dans notre cas, c'est que nous, on a été les roses de la vigne. Il y a quelque temps, je suis allé à Bordeaux et à l'aéroport de Bordeaux, j'avais pris des photos parce qu'il y a une vigne, il y a des roses autour. Et les roses, vous le savez peut-être, certains d'entre vous, enfin ceux qui habitent en France, on met des roses dans les vignes parce qu'elles attrapent les mêmes maladies que la vigne. Et donc, quand la rose est malade, on sait que la vigne va être malade. Mais nous, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça nous est arrivé, on a été les roses qui annonçaient ça, c'est-à-dire qu'on a été discriminés, on
il y a eu sur nous, de la part des médias, disons, une politique de la peur, c'est-à-dire que les gens ont eu peur de nous. Et les gens, lorsqu'on laisse passer une injustice, l'injustice va s'étendre, et aujourd'hui, elle s'est étendue à toute la société française, enfin, à une partie de la société française. Il y a toujours une partie qui tire évidemment profit de la situation. Donc voilà, la peur, oui, je pense que la peur n'est pas tout dans ce phénomène. Hein, ce qui se passe. Je pense qu'il y a les êtres faibles ont besoin d'une morale, et on voit la création d'une morale covidienne. C'est plus que seulement la peur, mais la peur fait partie et un des éléments importants parmi d'autres. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, la peur devient en fait un outil comment dire, de pouvoir aussi quand il est manipulé par des gens qui ont l'intention donc de tenir un pouvoir et un peuple sous son joug. On voit là par exemple dans les écoles les mesures qui sont prises avec les masques par exemple, où des policiers viennent carrément donc dans les classes pendant une journée entière. On a vu ça dans 2-3 endroits en France, où des policiers sont là et les gosses sont terrorisés de voir en fait des flics en armes. Ce n'est pas des flics avec simplement leur présence. Non, ils sont armés, même avec des mitraillettes. Alors c'est quand même quelque chose qui est aberrant, mais on réussit à trouver des comportements de préfets et autres qui vont dans ce sens-là. Là, on sent quand même que quelque part, on veut générer un climat qui n'est pas nécessairement le meilleur et le plus apaisant du tout. Ça, c'est clair. Il y a des choses qui sont à revoir de ce côté-là, à mon avis, mais la peur avec la vision peut-être de la création d'une pseudo-dictature, une dictature qui arrive doucement, et ce n'est pas qu'en France, hein, malheureusement, c'est partout sur la planète, comme s'il y avait quelque chose qui enrobait la planète actuellement, quoi. Je ne sais pas ce que tu... On est, attention, c'est pas, alors, dictature à l'origine, c'était pas quelque chose de négatif. Hein. C'est quand c'est né à Rome, quand il y avait une situation qui n'était pas, on nommait quelqu'un qui dictait, c'était une période transitoire. Mais comme tous les termes, ça prend un terme de donc aujourd'hui, la dictature, c'est Pinochet, etc. Mais enfin, justement, c'est plus Pinochet. C'est ça, c'est que nous, on reste avec des anciens schémas, et tant qu'on ne voit pas des militaires, une junte militaire, on a l'impression que non, c'est pas de la dictature. Voilà, c'est ça. On a un président jeune et cool. C'est la nouvelle manière c'est les nouvelles formes de tyrannie en douceur. C'est-à-dire que on a Barack Obama qui va être noir, etc. Donc les gens progressistes vont dire « Ah, c'est sympa », mais ils ne se rendent pas compte que par derrière, il peut faire des vacheries. Exactement la même chose que Macron, voilà, c'est toute cette culture de la jeunesse, on vient remplacer les vieux, etc. Mais il faut voir que là, les suppressions de liberté sont absolument réelles. Ce qui, moi, me surprend énormément, c'est comment les gens les acceptent et comment les gens les justifient. Mais justement, la définition de la dictature, c'est un régime où on a de bonnes raisons d'avoir enlevé les libertés. Donc, on est dans la dictature parce qu'il y a des bonnes raisons d'avoir enlevé les libertés. Il y a des libertés, il y a des droits qui sont fondamentaux. Fondamental, ça veut dire qu'en aucune circonstance, ils peuvent être enlevés. Là, ils ont été balayés d'un revers de la Manche, et une grande partie de la population s'est laissée avoir à une rhétorique qui est fondée sur des bons sentiments, c'est-à-dire le bien collectif, etc. Mais toutes les tyrannies se sont fondées sur la promotion du bien collectif. Et lorsqu'on détruit la liberté individuelle, on est aujourd'hui. On ne peut pas sortir de chez soi après 6 heures. Moi, je sors toujours de chez moi après 6 heures. Je fais quoi depuis samedi dernier. Je suis sorti. Alors, les amendes, moi, j'étais là aussi cet été. J'ai jamais eu d'amende, etc. Donc, je pense que les gens ont très peur des amendes, mais les risques de se prendre une amende me semblent être réduits quand même. Et
nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas la liberté de voyager. Moi, ma vie est complètement bouleversée. Je ne peux pas aller au Japon voir ma compagne. Là, je suis revenu du Brésil, je dois repartir, mais tout est extrêmement compliqué. Donc, faut pas se dire, non, c'est là, c'est maintenant. Ce sont des libertés fondamentales et il n'y a rien qui puisse justifier. On ne peut pas justifier. C'est la définition de la dictature, d'enlever la liberté pour des bonnes raisons. Aucun mal n'a été fait de dire on va tuer ces gens-là parce que c'est des salauds. Non, il y a toujours une bonne raison, c'est pour la protection de la nation, c'est pour la protection, etc. Alors, nous qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être un peu prématuré, je crois que c'est pour plus tard dans le programme. La peur, oui, il y a la peur, mais je pense qu'il y a aussi bon, la peur, l'être humain a une peur bleue de la mort. Ça, on le sait, Raël nous l'a dit, et donc on vit. Les cultures, ce sont des systèmes. Chaque culture a inventé le système pour se confronter à la mort. Et aussi la distraction. Il y a un grand philosophe qui avait parlé de ça, la question de la distraction. Les gens se distraient tellement qu'aujourd'hui, c'est comme si la mort avait été évacuée, n'existait pas. On ne voit plus la mort dans nos sociétés. Autrefois, il y avait toujours des guerres. Mon grand-père, il m'a parlé de la tuberculose. Dans les années 20, il y en avait quelques camarades de classe qui disparaissaient. Il y avait un lien direct avec la mort. Aujourd'hui, on vit où tout est virtualisé. Et on nous balance ces chiffres sur le nombre de morts, mais c'est complètement absurde, ça ne veut rien dire. Les chiffres, il faut toujours les mettre dans un contexte et comparer, ça correspond à quoi? Alors les gens, je crois que c'est combien il y a de morts en France par an? Je crois 350 000, un truc comme ça. Les gens se rendent compte que tout d'un coup, il y a des gens qui meurent en France, quoi. Il y en a à peu près 1000 par jour, à peu près. Il y a la plus grande des peurs, c'est la mort. Et puis, on est dans l'ère on n'est plus dans la post-vérité, parce qu'il y a quelques années, c'était le grand mot qui était son introduction, la post-vérité, c'est-à-dire que les gens, finalement, la vérité passe au second plan. Aujourd'hui, on est dans la post-rationalité. Et on est dans l'irrationalité totale, parce qu'il suffit de prendre les chiffres de l'INSEE, de voir combien il y a eu de morts en 2020, et on verra qu'il n'y en a pas eu plus. Donc, il n'y a pas de raison de dire que... De toute façon, on peut pas raisonner avec les personnes, ça ne sert à rien. C'est comme si quelqu'un a une crise de délire et de folie, ce n'est pas la peine d'essayer de parler avec. On prend des arguments, il y a des arguments qui sont extrêmement objectifs, comme l'argument du masque, se balader avec un masque, en plus dans une forêt, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'a pas de sens. Alors, c'est cette absence de sens qui peut être une source d'angoisse, mais il faut prendre du recul. Alors là, plus que jamais, là, on doit être vraiment dans le recul et agir chaque fois qu'on peut, mais il faut prendre du recul parce que c'est comme quand on rentre dans un tourbillon, il faut aller jusqu'au fond du tourbillon pour en sortir. Parce que toute la société est délirante. Là. En 2 minutes, on peut aligner 10 choses qui n'ont aucun sens. Il y a le fameux rentrer dans un restaurant, les gens sont assis, il n'y a pas le virus, et quand on est debout, il y a le virus. Mais rien que ça serait suffisant pour dire stop, on arrête tout. Alors comment se fait-il que après plusieurs siècles d'émancipation, d'obscurité, des superstitions, tout cet effort de rationalisation, on retombe dans l'irrationnel total. C'est intéressant. On fait vraiment un énorme pas en arrière, sauf que nos ancêtres, par les conditions de vie et leur dureté, étaient beaucoup plus courageux que nous. Ils avaient des peurs qu'on n'a pas. Ils avaient peur des fantômes, ils avaient peur du diable, etc. Nous, ces peurs, on les a perdues. Mais ils avaient un courage et qui était nécessaire. Ils naissaient dans des conditions qui étaient beaucoup plus difficiles. On est vraiment des espèces de poules mouillées aujourd'hui. C'est assez pitoyable. Moi, j'essaie de m'isoler, je suis dans un village, je vois par la fenêtre, et les gens dans le village qui se promènent avec les masques et qui regardent comme ça à travers. L'autre jour, je me promenais au bord de la Loire, là, et des gens qui me regardaient comme ça, des écolières
des adolescentes. L'adolescence, c'est l'âge de la rébellion. J'ai vu qu'il y a des adolescents qui ont manifesté parce qu'il n'y avait pas assez de sécurité dans les écoles. La jeunesse, c'est particulier, quoi, cette génération. Il y avait trois adolescentes qui étaient... il n'y avait personne et qui étaient au bord de la Loire et qui portaient leur masque. Alors que l'adolescence, c'est censé être l'âge de la contestation. Tout ça, ça nous fait nous poser des questions, mais on est dans une fin de cycle, là. Le fruit est pourri. En réalité, il y a deux cycles. Il y a l'ère chrétienne qui se finit et il y a l'ère industrielle. Et l'ère industrielle crée le type bourgeois. Le type bourgeois, c'est celui qui veut, qui succède au type de l'Ancien Régime, hein, à l'aristocrate, qui, bon an, mal an, avait d'autres valeurs que les valeurs bourgeoises. Il y avait des notions d'honneur, il y avait des notions de courage, etc. Le bourgeois, c'est celui qui cherche le doux commerce. Hein. Ça a été développé par tout un tas de philosophes. L'idée qu'avec l'ère bourgeoise et industrielle, on n'aurait plus que des échanges économiques, que les guerres seraient éliminées et que la vie deviendrait extrêmement douce et paisible. Et donc, le type bourgeois, c'est nous, c'est les classes moyennes, c'est penser à son bien-être. Et voilà. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens ne pensent qu'à leur bien-être. Les gens, la notion de liberté, se disent, ouais, la liberté, c'est bien, mais notre bien-être, ça passe avant. Et c'est ça, le type bourgeois qui naît avec la révolution industrielle il y a à peu près 200 ans. On en est l'émanation ultime, c'est-à-dire celui qui n'a aucun courage, aucun panache, pour qui la vie se limite à la satisfaction de ses besoins, à son petit confort, à sa petite famille, à ses petits projets. Et pour le reste, je ne prendrai absolument aucun risque parce que ça va remettre en cause, ça peut mettre en danger tout mon petit plan de vie médiocre. Et l'ère industrielle se finit, on va passer à une autre ère où on va s'écrouler. Et on est à l'expression maximale du petit bourgeois satisfait qui n'a aucun courage. Hein. On a peur. La peur peut être définie négativement comme l'absence de courage ou comme synonyme de la lâcheté. Comme je disais, on est l'époque où avec le type humain le plus peureux, celui qui a le moins de courage. Le courage a été discrédité par opposition à d'autres époques où les gens étaient courageux mais étaient brutaux. Chez les Vikings ou chez les peuples guerriers qui étaient à peu près tous les peuples, la plus belle des morts, c'était mourir sur un champ de bataille avec une épée. Donc nous, on a rejeté cette vision guerrière, ce qui est très bien, mais on a aussi éliminé toutes les valeurs qui pouvaient être positives. Et aujourd'hui, on est à l'extrême, c'est-à-dire qu'on a des gens mais qui se décomposent de peur pour un virus qui est invraisemblable. C'est rien. Enfin, ça tue des gens, oui, c'est un virus. Donc, c'est la fin d'une époque. Et c'est extraordinaire. Ce qui se passe, c'est que c'est toujours turbulent, la fin d'une époque. Alors, c'est turbulent, évidemment. C'est la chute de l'ère chrétienne, deux cycles, hein, le grand cycle de 2000 ans chrétien et le cycle de 200 ans industriel. Donc, on a les deux cycles qui se finissent. Et d'ailleurs, on le voit, il y a un écroulement total. Et la disparition de la morale chrétienne, on voit comment elle est remplacée par la morale covidienne. C'est-à-dire que le covidisme, c'est une religion, il y a un mysticisme covidien. Les gens, on peut voir tout l'apparat d'une religion et d'une morale, on le voit, la manière que les personnes portent leur masque, les gestes, se passer l'alcool, comme ça, c'est fait d'une manière... Déjà, c'est comme les juifs orthodoxes dont toute la vie est réglée par des règles extrêmement complexes. Et bien là, on a une règle sanitaire, les gens obsédés par leur santé ont créé une religion athée mais mystique, sur cette obsession
de la santé. Et personnellement, c'est la partie qui m'est la plus difficile à supporter. C'est cette renaissance morale, mais les êtres faibles ont besoin d'une morale, et donc il y a un vide de morale et il se recrée une morale, et les gens ont l'impression, et là je vois ça, ce qui apparaît, je pensais que c'était un message, et la bonne conscience, se dire je fais quelque chose pour autrui. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui avait mis sur son mur Facebook, je mets mon masque et je sauve des vies, mais c'est absurde, on ne sauve pas des vies, sauver une vie, c'est déjà quelque chose d'actif. Et tous ces gens, il faut leur dire, bah, écoutez, ceux qui disent vous êtes des criminels si vous ne mettez pas votre masque, il faut leur dire, bah, écoutez, vous avez tué combien de personnes les autres années quand vous ne mettiez pas votre masque et qu'il y avait la grippe? Vous êtes aussi des criminels. Mais il y a cette notion dans la société consumériste, capitaliste, et les personnes se vident spirituellement, ont des vies tellement égoïstes, narcissistes, que tout d'un coup, on leur offre sur un plateau l'héroïsme par le simple fait d'appliquer les gestes barrières, de montrer. Alors en anglais, il y a l'expression qui est très bien, virtue signaling, signaler sa vertu. Eh bien, tout d'un coup, on leur dit, vous allez être des héros, j'allais presque faire un lapsus, des héros, vous êtes des héros, Z-E-R-O-S. On voit, oui, moi je me préoccupe des autres. Quand je suis arrivé à Rio, là en octobre, je voyais, mettez le masque, vous vous préoccupez, le masque, c'est se préoccuper, et cuidar en portugais. Cuidar, ça veut dire se préoccuper des autres. Dans un pays qui a la pire distribution de la richesse, tout d'un coup, j'arrive à l'aéroport et on dit mettre le masque, c'est s'occuper des autres. Alors moi, j'ai une idée, malheureusement, bon, c'est un peu compliqué à faire, etc. Il y a des tas de gens qui sont dans la rue, des enfants dans la rue à Rio, qui sont là, qui naissent dans la rue, qui sniffent de l'alcool, etc. Et vous avez tous les gens bien comme il faut qui passent à côté avec leur masque, et c'est tout juste s'ils ne leur marchent pas dessus, et ils n'en ont rien à faire. Et d'ailleurs, je voyais au Brésil, c'est dans les quartiers, plus on allait dans les quartiers aisés, plus on voyait que cette religion, cette nouvelle morale covidienne était appliquée. Dans les quartiers populaires, les gens, ils n'en avaient rien à faire parce qu'ils ont une autre réalité. Là, ils ont une réalité qui est beaucoup plus difficile. Les gens passent 4-6 heures dans les transports en commun pour aller travailler. Il y a une criminalité qui est énorme. Tout le monde a connu quelqu'un qui s'est fait tuer par balle. Et donc, ces discours complètement abstraits. D'ailleurs, il était prévu qu'il allait avoir une hécatombe, étant donné la promiscuité de vie qu'il y a dans les favelas. Donc, on avait prévu qu'il allait avoir une hécatombe, et il n'y a pas cette hécatombe. Et là, on a des éléments qui sont mesurables, objectifs, mais les gens ne les écoutent pas. D'ailleurs, au Brésil, c'est hyper politisé, c'est-à-dire que si tu suis les mesures sanitaires, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de bien, tu fais partie du camp du bien, et si tu ne suis pas les mesures sanitaires, tu fais partie du camp du mal, de Bolsonaro, etc. Ça, c'est un des autres aspects de cette crise, une de ces facettes où on se rend compte que ça n'a rien à voir avec la maladie. Et je prenais beaucoup plus de plaisir d'être avec des gens modestes au Brésil. Ils n'avaient rien à faire du masque. Mais après, on allait dans les quartiers chics où les gens sont des gens qui n'ont jamais pensé aux pauvres, jamais, jamais. Ils s'en fichent complètement. Et ces gens-là, soi-disant, ils sont en train de se préoccuper maintenant. Et ils donnent des leçons de morale. Ils sont là, oui, moi je porte un masque, mais toi tu n'en portes pas, tu devrais. Bon, c'est obligatoire à Rio et je ne l'ai jamais porté. Et donc, il y a beaucoup de choses qui, en plus de la peur, s'accumulent. Il y a ce besoin tout d'un coup de se sentir quelqu'un de bien, de se sentir qu'on se préoccupe alors qu'on sait qu'au fond de soi, on a pensé qu'à sa petite vie bourgeoise, qu'à ses petits intérêts propres. Donc tout ça fait qu'il y a une partie de la population qui suit. Il y a la peur de l'amende. Alors il y a ceux qui ont peur de la maladie. Ça, c'est le stade, je dirais, le plus bas de la peur. Parce qu'ils sont vraiment... pourtant, il y a des gens qui ont vécu d'autres épidémies, mais il y a ceux qui ont peur de l'amende. Ça, c'est un autre type de peur. C'est-à-dire, c'est des gens qui savent que tout ça, c'est un petit peu exagéré. Ils se disent, moi, je ne veux pas me prendre une amende quand même. Moi, je leur dis, essayez.
moi, j'ai passé 2 mois cet été en France, j'ai jamais mis la main, j'ai pris le TGV. Je suis rentré du Brésil, j'ai pris le TGV de Paris à Angers parce que je suis dans l'ouest de la France. J'ai pas mis le masque, le contrôleur est passé à côté de moi, il m'a pris mon billet, j'avais pas de masque, il ne m'a rien dit. C'est pas parce que j'avais un pistolet sur le truc. Non, j'avais pas de pistolet, je blague, mais il m'a rien dit. Et donc, le risque de l'amende, il est quand même petit. Et il y a ceux qui n'ont pas vraiment peur, mais qui ont trouvé là un moyen de s'élever moralement, parce que il y a beaucoup de moyens d'avoir du pouvoir. Alors, la dictature classique telle qu'on se l'imagine aujourd'hui, c'est les juntes militaires hispano-américaines ou grecques ou ce qu'on veut, avec les mitraillettes. Et ça, oui, c'est une forme de pouvoir. Mais il y a une autre forme de pouvoir que le christianisme a déjà utilisée et très rapidement, il a perverti la société romaine avec, c'est le pouvoir moral. C'est-à-dire, je te suis supérieur moralement. Et ça, si on observe la société ces 50 dernières années, il y a eu un retour de ces moralistes par un processus qui serait peut-être trop long d'exposer ici, mais on a un retour de la morale, c'est-à-dire je te suis supérieur moralement. Et donc cela donne même concrètement un accès dans la société, c'est-à-dire que si on fait partie de ces personnes qui sont moralement supérieures, c'est-à-dire qui adhèrent à tout un tas d'idéologies et d'idées progressistes entre guillemets, eh bien, non seulement je vais me sentir mieux, personnellement, parce que je me sens supérieur à toi, mais en plus, j'aurai des accès plus faciles à tout un tas de choses dans la société. Alors tout ça, tous ces éléments et quelques autres, ça donne ce qui pourrait paraître impossible qu'on en arrive là. Si on en avait parlé il y a 1 an et demi, les gens auraient rigolé. Mais après coup, après le choc du confinement, de cette folie, de cette lâcheté des gens, les gens qui applaudissaient sur les balcons, c'est ahurissant. Après ce choc, eh bien, on se rend compte que tout ce qui arrive est somme toute, tout à fait normal. Alors moi, j'espère que les choses, alors c'est terrible, j'espère que les choses vont aller très mal, très mal, parce que malheureusement, l'humanité a 2 formes d'apprendre, ou par l'intelligence, ou par la douleur. Ou par la souffrance, oui. Voilà. Mais justement, si l'intelligence était vraiment activée, qu'est-ce que devrait attendre l'humanité aujourd'hui? Parce qu'on a effectivement cette fable-là qui est en train de nous faire aller vers un nouveau culte, hein, comme tu le dis bien, avec une religion nouvelle. Je n'avais pas évoqué ça, la covidite, quoi, hein. C'est une maladie, la covidite, hein, aussi. Mais mentale, une grande partie de l'humanité, mais qui est avec un certain pouvoir, entraîne l'autre partie vers une forme de soumission et puis arriver à faire en sorte qu'il y ait une ritualisation qui se mette en place quelque part. Mais il y a une frange de la population quand même qui est en train de se réveiller aujourd'hui. On voit ici et là dans les différents pays que des gens se rassemblent, font en sorte qu'ils essayent de ramener à la raison des quantités de personnes qui, comme toi, hein, sont des éveilleurs en train d'essayer de dire stop, ça suffit, la farce est terminée. Qu'est-ce que cette population qui est enfermée dans cette peur peut attendre de cette société si on réussissait à museler les gens qui nous guident vers ce pouvoir désastreux, quoi. Alors, il y a plusieurs angles dans ce que tu présentes là. Premièrement, alors moi, ce que j'ai présenté, c'était, disons, le substrat historico-culturel, pour dire que les choses, ça ne tombe pas dessus comme ça. Il y a toute chose existe parce qu'il y a une cause. Maintenant, on passe dans l'autre phase, on le constate, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, il y a 2 niveaux, comme tout, comme le symbole de l'infini l'indique, comme le merveilleux symbole du yin et yang l'indique. Il y a toujours deux côtés à chaque problème. Enfin, tout est, disons, dual, dialectique. Il y a un aspect personnel
individuelle. Ça, c'est ce qu'a beaucoup développé le bouddhisme. Et d'ailleurs, moi, je reproche au bouddhisme, c'est comme toute religion, elle va elle va prendre un principe et elle va le rendre absolu, et après, elle va perdre le contact avec l'autre pôle. Le bouddhisme est une religion qui est toute basée sur le développement personnel et a oublié la notion politique. C'est-à-dire que le bouddhisme n'a pas été capable, et les sociétés où le bouddhisme a prédominé, on peut voir le Tibet, une société où il y avait peut-être une forme de très grande sagesse, mais c'est une société médiévale, où si je ne me trompe pas, l'esclavage même existait encore. C'était une société extrêmement hiérarchisée. Et donc, il faut développer ce côté personnel. Hein. C'est comme le yin et le yang. Il faut qu'on ait notre équilibre personnel. C'est indispensable plus que jamais. Il y a des personnes qui me contactent et qui me disent... et qui me contactent personnellement et qui me disent ouais, je suis mal, tout ça, et qu'est-ce qui se passe? Je lui dis écoute, la première chose avant que tu veuilles agir, c'est que il faut que tu te protèges. Il faut que nous nous protégions, il faut que nous créer notre zone, notre petite zone protégée. Allô? Oui, vas-y, je t'en prie. Oui. Mon Internet n'est pas super. Et donc, c'est très important, cette protection, plus que jamais, individuellement, on doit se protéger. Sinon, on va couler, beaucoup de gens vont tomber dans la dépression. Et si on veut changer les choses, c'est très bien, il faut les changer, mais il y a un écueil quand on veut changer les choses, c'est qu'on s'attend à des résultats. Et donc, une fois qu'on a trouvé notre équilibre personnel, qu'on a trouvé le mode de se protéger, c'est pas évident. Il y a des gens qui doivent sortir, qui doivent travailler, qui doivent faire. C'est pas évident, attention. Hein. Ça peut être très difficile pour des raisons purement pratiques. Il faut effectivement faire. Alors, lorsqu'on veut changer les choses, et c'est pareil, il y a deux niveaux. Il y a le niveau qui est de la satisfaction et le niveau de faire le maximum, ce que nous, on peut faire le maximum. Et tous les jours, on peut faire des choses. Moi, quand j'ai pris le TGV plusieurs fois sans masque. Je suis rentré à Orly, je suis arrivé à Orly, je n'ai pas mis de masque. Il y a des filles qui m'ont dit de mettre le masque, je les ai envoyées balader. Je n'avais pas l'intention de masque. Et je ne le mets jamais. Et demain, si quelqu'un me dit de me mettre le masque, je dis à un flic, je lui dis emmenez-moi en prison parce que je ne le mettrai pas, ce masque. Donc, il y a ce qu'on peut faire individuellement, et c'est très important parce que ce sont tous ces petits actes qui peuvent faire un changement. Ça peut créer, c'est de l'exemplarité. Quand on agit, il y a la dimension exemplaire, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui a l'air, comme disait Cyrano de Bergerac, c'est plus beau le combat lorsque c'est inutile. Et puis après, le troisième niveau, c'est la résistance, disons, organisée, disons, ce qui rentre dans l'ère de la politique, dans le sens étymologique, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on s'organise. Donc, je dirais qu'il y a face à cette crise, il y a ces trois niveaux. Le premier, c'est la protection personnelle pour être bien, pour ne pas sombrer. Déjà, si on ne sombre pas dans la dépression, et si on arrive à garder sa joie, c'est déjà quelque chose de grand, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sombrer. Moi, j'en vois autour de moi, je sens, hein, il y en a. Et donc, déjà, si on arrive à se maintenir, à maintenir cette flamme, c'est déjà quelque chose. Après, si individuellement, on fait tout ce qu'on peut chaque jour, on refuse de se soumettre, déjà, ça, c'est un deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant en communauté, comme groupe, avec le reste de la société. Alors là, c'est peut-être plus complexe, parce qu'évidemment, quand on travaille en groupe, c'est plus difficile de travailler en groupe que de travailler seul. Mais honnêtement, moi, je dirais, je n'ai aucune idée de jusqu'où ça va aller, cette folie dans laquelle nous sommes. Elle va cesser un moment, mais je suis incapable de dire si ça va être
3 mois, 6 mois, 6 ans, 20 ans. Moi, quand j'ai vu que les Français se confinaient et qu'ils applaudissaient leurs confinateurs, enfin leurs confinateurs, les médecins, ou la facilité avec lesquelles la France, qui est le pays qui a comme mission universelle de faire la révolution, se confinait, ça m'a foutu un gros coup au moral. Et je me suis dit, purée, si en France, les gens se soumettent si facilement, s'ils abandonnent leur liberté si facilement, on en a pour 20 ans. Quand je vois la jeune génération, la passivité des jeunes qui ont été élevés à une culture. Et il faut voir que la culture pop, MTV, tout ça, c'est une machine qui a canalisé le sentiment révolutionnaire des adolescents, parce que les adolescents sont par essence révolutionnaires, mais tout le sens révolutionnaire des adolescents a été absorbé par la machine de la culture de masse et aussi par tout un système d'idéologie. Par exemple, nous avions les jeunes qui sortaient dans la rue pour défendre le climat par millions, suivant la petite Greta Thunberg. Mais où est-ce qu'ils sont, ces jeunes? Ils ne sortent pas. Donc, personnellement, je suis un peu inquiet par cette position de la jeunesse, quoi. Et donc, est-ce qu'on en a pour... Peut-être c'est 2035, c'est la date, ça en a pour 15 ans peut-être. Je suis incapable de dire. Mais en tout cas, il faut qu'on agisse aux 3 niveaux que je vais présenter, mais peut-être d'autres ont d'autres niveaux. Mais il faut faire des choses individuellement et collectivement. C'est absolument nécessaire. Alors justement, Evelyne, qui est chargée de s'occuper donc des questionnements des internautes, a quelques questions à poser. Donc, Evelyne, tu peux prendre la parole si tu veux bien. Il faut que tu ouvres ton micro. Oui, voilà. Donc, bonjour, bonjour David, Jean-Pierre. Donc oui, là j'ai une question de l'interne qui me demande la désobéissance. Donc, à quel moment devons-nous désobéir? Restons-nous figés dans nos retranchements par peur? N'est-ce pas là une excuse pour ne pas agir? Dans ce cas-là, cette peur doit-elle nous empêcher d'être? Alors, à ce moment-là, comment éliminer nos peurs? Ça c'est une question qui est extraordinaire. Mais avant toute chose, David, j'ai complètement oublié de faire quelque chose d'important. Tu nous parles là, c'est très, très hard ce que tu dis et c'est très juste et j'aime beaucoup. Qui es-tu, toi, au juste, pour nous parler comme ça? J'aime beaucoup. Je suis un simple être humain qui a reçu le plus grand de tous les enseignements, qui est celui de Raël, dans lesquels sont contenus la sagesse du monde, la sagesse de l'univers, bien que on ne puisse, disons, en percevoir qu'une petite partie, plus ou moins grande, selon notre évolution. Donc voilà, je suis un serviteur des Elohim qui est imprégné, qui essaye de s'imprégner de la sagesse qui vient d'eux. D'ailleurs, j'ai eu la très grande chance d'être chez Raël en février de l'année dernière. Et cette histoire de Covid, mais à l'époque, moi je rigolais parce que j'étais au Japon et on voyait avec Natalia, qui est ma compagne, certains peut-être la connaissent, et on voyait les Japonais qui ne pouvaient pas aller au travail, ça nous faisait rire, on disait mais quelle bande de poltrons, quoi. Et quand je suis allé au Okinawa, Raël fait quand même extrêmement attention à sa santé, et si quelqu'un est malade, etc., bah, on n'y va pas. Je dirais, mais jamais, il y a été question de savoir, pourtant on avait passé un mois à Tokyo, qui était censé être une ville, et il n'avait rien à voir. Le Covid, ça me faisait marrer, quoi. C'est quoi ce truc? Et après, moi, je me retrouve coincé, je passe en parfum, je me retrouve coincé 3 mois et demi au Venezuela. Donc voilà, je suis un comme toi, Jean-Pierre, comme certaines personnes qui sont ici, la plupart d'entre nous, je pense, on est rien, on est des personnes qui ont saisi que quelque chose d'extraordinaire se passait dans l'humanité. Quant à nos origines, alors c'est vrai que on a cette chance, je dirais, d'adhérer à cette idée. C'est une chance qu'on a, même si
d'un autre côté, on nous a tapé dessus et il y a des difficultés évidentes, mais c'est beaucoup plus un avantage qu'un désavantage. Et donc voilà, donc je suis. Alors, je ne sais pas si. Voilà, moi, je suis raïlien depuis un peu plus de 30 ans. Puis maintenant, je suis responsable pour l'Amérique du Sud, le continent, Amérique centrale et Amérique du Sud, où la question du Covid a été quand même terrible. Moi, je l'ai découverte, enfin, je suis rentré dedans dans une situation complètement surréaliste, ce qui m'est arrivé au Venezuela, je pense que certains en ont peut-être entendu parler. Et surtout, ce qui est terrible, c'est comment cela a affecté les classes les plus pauvres d'Amérique latine. Car le confinement en Amérique latine, c'est tu restes chez toi et voilà. C'est pas, y a pas. Il faut que les gens comprennent ça en Europe. Hein, c'est que et une chose, c'est qu'au Venezuela, les gens regardaient ce qui se faisait en Espagne, en Italie, en France. Et que si l'Espagne, l'Italie et la France n'avaient pas confiné, l'Amérique latine ne confinait pas. Et ils suivaient. Et c'était très clair. Ah, Macron a décidé de confiner. Bah, nous, on va faire pareil. Et je pense qu'en Europe, les gens, à l'époque, je pense que pas grand monde s'est rendu compte de ce qui se passait. Quoi. Ton parcours professionnel, qu'est-ce que c'est? Comment? Ton job, qu'est-ce que c'est là? Parle-nous un peu de ton métier, puisqu'on est quand même... Moi, à l'origine, j'étais artiste, et puis mes activités sont un petit peu bouleversées. Alors, je fais différentes choses. Voilà, je vais vous montrer ce que je faisais. Là, tout de suite, là, quand vous m'avez appelé, je ne sais pas, il n'y a pas d'image. Voilà, je finis une thèse de philosophie de la technique, de la technologie à la Sorbonne, et puis je suis docteur en philosophie, sinon en philosophie politique, ce qui ne me donne pas nécessairement une intelligence particulière, mais certainement une petite connaissance de plus sur certaines, du moins sur l'histoire des choses. C'est pas forcément de l'intelligence, mais sur l'histoire des idées, ce qui est important, parce que pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est important de comprendre les idées, ce qui est en sous-bassement derrière. Donc à ce niveau-là, oui, c'est certainement un apport, voilà. Et bon, super. Sinon, professionnellement, je suis un aventurier, quoi. D'accord. Ce que j'aimerais donc, on va répondre à la question que Evelyne a posée pour un internaute. Au niveau technique, j'aimerais peut-être aussi qu'on voit passer une vidéo qui était promise. So, become the Buddha you are. Laugh, smile. Bad thing happen, they will pass. Good thing happen, they will pass. Just enjoy now. And if you always live in the now, there is never stress. And your immune system can work perfectly. Remember, the most terrible enemy of your health is fear. Stop watching TV news. Some people say, watch all day. 10,000 people die. Everywhere. Constantly like a hammer. Fear, 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 fear. You go in the street. Everybody mask. I know Japan a long time ago, you have mask. When you catch cold, to protect others, you wear mask. That's good. Masks are useful. If you're sick,
protect others. 他の人たちを守るために必要 But です if you are not sick, でもあなたが病気ではない時に you は don't need. 必要ではないんです Opposite, it makes you sick. そう反対ですねあなたをもっと病気にしてしまうんです You go in the street, people, everybody mask. もう街に出た時にみんなマスクをしていたら You go in restaurant, people have mask. レストランにいたらもうみんなマスクをしていますね When you enter the restaurant, they give you a hydrogel. お店に入るとその消毒液を与えられたりするんです Don't accept that. それを受け入れないでください Nobody can force you. 皆さんに強制できる人はいないんです When I enter a restaurant, they come with the gel. I say no. 私はレストランに入った時にそのジェルでやってくるともうやりませんと断ります No. ノーって言うんです No. Not maybe. 多分とかではなくて Not it's a little bit difficult, ちょっ huh, と難 Japanese しいで way. すって日本の風に言うんではなくて Japan never say no. They say a little bit 日 difficult. 本は決してノーって言えないのでちょっと難しいですというふうに言いますが No. ノーって言ってください Come with the gel. Please wash it. No. ちょっとノーって言ってください Please wear a mask. No. マスクって言われたらノーって言ってください And no problem. そうすると問題ないんですよ Make people respect you. 人々があなたを尊重するようにさせてください Recently, if Sky entered the restaurant alone, 最近スカイがレストランに一人で入った時に they asked her to wear a mask. マスクを要求されたんですね She said no. そしたら彼女はノーって言ったん They です tried to force her. そうするともう強制しようとしてたんです We will ね not give you food if you don't wear a mask. マスクしないと食べ物は持ってこられませんっていうふうに言われたんです So, bye bye. そうすると彼女ははい She さ left. よならっていうのを店を去ったんです There are many restaurants. 他にもたくさんレストランもあるので If one want to force you, go to another one. 一つのレストランが強制しようとしたらもう他のレストランに行ってください Your freedom and your health are more important. あなたの自由と健康はもっと重要なんです If everybody accepts this stupid mask, everybody will do it. もうみんながその掲げたマスクを受け入れるともうみんながやることになるんです Not only it's completely useless, これはもう本当に完全に役に立たないものだけではなくて and dangerous 危険なんです because you breathe your own CO2. それはあなたの、自分が吐き出したその二酸化炭素を自分でまた吸うことになるからです We are created by Elohim to inhale oxygen エロヒムによって私たちは酸素を吸い込んで and exhale CO2. 二酸化炭素を吐き出すように作られているんです When you have a mask, でもマスクをすると you exhale and inhale the same thing. 同じものを吐き出して吸ってやってるわけです So protect yourself ですから自分を守ってください and the feeling of freedom, そして自由な感覚を which is most important. それはもう最も重要なものですが I hope this will help you stay in good health. 皆さんがいい健康でいられるように私がちょっと助けになれたら嬉しいです Thank you very much. Oui, voilà, David, et voilà donc ce que nous dit Raël, c'est que on bâtit bien souvent notre futur sur le passé et notre vie du présent toujours sur le passé. Et on a vu là, avec tout ce que tu viens d'évoquer, David, que l'humanité aujourd'hui est vraiment marquée par ce qui vient de lui arriver. C'est le passé quand même. On est quand même dans le passé. Et l'internaute qui vient de poser sa question là semble dire qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir sortir de tout cela? C'est un peu ce que j'entends dans le sens de la question, n'est-ce pas, Evelyne? Je pense que c'est ça. Et... Docteur. Tout à fait, oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Alors, il y a deux choses. Alors, c'est toujours difficile de parler après Raël parce que voilà, moi, quand on est lycée, on fait les universités du bonheur, après que Raël parle,
on fait une pause parce que c'est toujours difficile, mais bon, je vais commettre ce sacrilège, je vais parler après lui. Alors, il parle de la supraconscience. Les sociétés n'ont pas de supraconscience. Hein. C'est différent. Justement, il y a les sociétés ont une dimension mécanique. Et donc, malheureusement, hein, ce serait fantastique, une société extrêmement évoluée qui serait dans la supraconscience. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, je pense que dans la question, il disait comment surmonter sa peur. Il y a différentes techniques. Il y a la technique, justement, d'être complètement dans le présent, parce que les peurs, elles sont dans le passé. Et se jeter à l'eau. L'expression se jeter à l'eau, elle est fantastique. D'ailleurs, elle nous montre, par exemple, l'exemple du gars qui va aller voir une fille, draguer une fille en boîte et qui commence à penser, il n'y va plus après. Donc, il faut y aller. Et il y a une sensation qui est extrêmement agréable. Il y a des choses fantastiques avec le Covid. Par exemple, on peut aller, moi, chaque fois que j'étais dans le métro ou le RER, quelque part, on peut facilement être un héros aussi, juste en ne portant pas de masque, juste en disant je n'obéis pas. Oui, on a le droit de désobéir. Qu'est-ce que c'est que cette idée que désobéir serait une chose terrible? On entend tous ces leçons de morale, non, on ne faut pas désobéir. Ça, c'est chacun avec sa conscience. Et il faut passer, quand on a peur de faire quelque chose, que ce soit aborder une fille, que ce soit se mettre à l'eau, carrément. À un moment, il faut se jeter. Et une fois qu'on jette, on passe cette barrière et on va ressentir une très grande satisfaction. Il faut l'essayer ici. Il y a quelque chose que je ne sais pas comment s'appelle la personne qui a posé la question, mais s'il y a quelque chose, je ne sais pas ce que concrètement, ce qui lui fait peur, mais s'il a peur d'aller dans la rue sans le masque, s'il a peur de ceci, cela, il faut le faire. Il ne faut pas y penser. Il ne faut pas penser aux conséquences, parce que là, c'est le cerveau pensant de se dire oui, mais il peut m'arriver ça. Il faut être stupide quelque part dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, et je pense d'ailleurs qu'il y a un lien, je réfléchis ça dernièrement, un lien entre l'intelligence et la lâcheté, je crois. Je pense, je ne veux pas être affirmatif, mais je pense que plus les gens sont intelligents, plus ils sont lâches quelque part, parce que plus ils sont conscients des conséquences d'un acte risqué. Et donc, il faut être dans l'instant, arrêter de penser, surtout pas se projeter, et se dire j'y vais. Avoir cette dimension animale, mais pas animale, bestiale, sanguinaire, cette dimension de l'animal qui, quand il doit se jeter ou faire quelque chose, il le fait. Et c'est très vivifiant de dépasser ses peurs. C'est un exercice extraordinaire. On se sent, tout d'un coup, on sent que sa valeur, et tout d'un coup, elle augmente. J'ai plus peur, et on sent qu'on se libère de quelque chose qui nous opprimait. C'est très agréable de dépasser ses peurs. Donc, il faut y aller, il ne faut pas penser aux conséquences. Déjà, il ne faut pas penser aux conséquences. Si on pense aux conséquences, on ne fait que des choses prudentes. Donc, on reste chez soi, enfermé. Il faut avoir une part d'inconscience pour vivre cette joyeuse, une inconscience gaie. Et puis, il faut se bousculer un petit peu, parce que culturellement, on vit dans une civilisation qui n'a pas encouragé le courage, si on pourrait le dire, qui au contraire encourage la lâcheté par différents moyens de propagande. Voilà, alors elle a parlé entre-temps, donc je ne sais plus quelles étaient. La question, je crois qu'elle était en plusieurs temps, mais bon, j'espère avoir répondu. Alors, et concrètement, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui est une règle générale qui est importante, c'est-à-dire que lorsqu'on veut résoudre quelque chose, il faut toujours résoudre quelque chose de concret. Il faut se projeter dans ce qui est plus beau, plus loin, mais il faut toujours avoir quelque chose de concret à résoudre. De se dire, bon, j'allais à une manifestation tel jour, je ne vais pas mettre le masque, mais il faut qu'il y ait du concret. Parce que quand on veut tout résoudre de manière générale, là, on tombe dans l'angoisse, forcément. Parce que ça n'existe pas une situation où on va tout résoudre. Voilà.
Juste une petite interpellation au niveau du public. Et on entend beaucoup de monde qui cause en arrière-fond. Donc, je comprends que ce que David annonce est quelque chose qui met de l'entrain dans les foyers. C'est super. Si vous voulez bien fermer vos micros, ça serait super. Je vous donnerai la parole. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. Oui, bah, je pense que après, je ne sais pas s'il y a une autre question ou si j'ai répondu, mais j'avoue que je n'avais pas complètement saisi tout le sens de la question. Puis entre-temps, il y a le vidéo de Raël. Donc voilà, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question est satisfaite ou pas, mais voilà. J'aurais une autre question, si vous permettez. Là, justement, on parlait justement de la société. Alors, j'ai une personne qui me dit « La société actuelle me donne l'impression de régresser ». Comment pouvons-nous, à notre niveau, changer les choses, sachant que même lorsque les citoyens se lèvent en groupe, les dirigeants refusent le dialogue, envoient les forces de l'ordre, privent les libertés. Du coup, une révolution est-elle nécessaire et n'entraînera-t-elle pas le chaos et donc un non-retour? C'est des questions avec plusieurs branches. Alors, est-ce qu'elle entendra un non-retour? Ben, j'espère qu'il y aura un non-retour, quoi. Et oui. Alors, oui, ce que je mentionnais, l'angoisse de se dire j'agis et il n'y a pas de résultat. Les gens qui sont au pouvoir utilisent ça. C'est-à-dire que bon, il y a des manifestations qui sont faites, ça donne pas de résultats, etc. Et donc on se dit bah ça sert à rien. Ça sert à rien. On y est allé, on a manifesté, on a fait ceci, et il y a rien qui se passe. Et là, on se dégonfle, on se dit j'arrête. Je ne sais pas si la personne a écouté ce que je disais avant. Il est très important. L'Occident, par opposition à l'Extrême-Orient, c'est intéressant hein, comment les Elohim ont envoyé des prophètes avec des principes. On a l'impression qu'ils ont décidé de diviser géographiquement. Ils ont dit on va donner aux Asiatiques tel principe et on va donner aux Occidentaux le principe opposé. On voit les choses, les changements comme des choses qui doivent être faits politiquement, c'est-à-dire en groupe. Alors, autant je disais que du côté bouddhiste, il manque cette notion de politique et de groupe, autant chez nous, en Occident, c'est beaucoup trop accentué. Et donc, on va baser toute notre militance, toute notre réussite sur des actions de groupe. Et on va complètement oublier la dimension de ce que l'on peut faire individuellement et que l'on doit faire individuellement. Et je dirais que c'est vital de le faire individuellement. Il faut qu'on trouve, à la personne qui a posé la question, je dirais, il faut que tu trouves ton équilibre entre ton pôle individuel et ton pôle collectif. Il faut que tu sois un peu plus bouddhiste, disons. C'est-à-dire, cherche à agir sur toi, à partir de toi, mais il ne faut pas que tu sois complètement bouddhiste parce qu'il faut que tu veuilles agir aussi politiquement avec le groupe. Mais je dirais que chez nous, c'est important parce qu'on a en plus en France, il y a une grande culture révolutionnaire, les barricades, etc. Donc, on perçoit le changement comme étant le fait purement d'un groupe qui va lutter pour que le changement se fasse au niveau du groupe. C'est un des deux pôles nécessaires du changement, mais on a vraiment besoin chez nous de s'imprégner de cette sagesse, disons, orientale et de dire oui, je vais m'organiser avec les collectifs, oui, je vais avoir des choses, je vais faire des choses, mais d'abord et aussi ou simultanément, plutôt, simultanément, il n'y a pas de d'abord et après, c'est simultanément, il faut que je trouve un équilibre et par la force de ta conviction, tu peux faire des choses, je dirais, j'aime pas utiliser le terme, mais presque miraculeuses. Les mouvements, prenons un exemple, les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis,
Ça a commencé parce qu'une femme a refusé de s'asseoir à la place qui était réservée aux gens de couleur dans les bus, Rosa Parks. C'est simple. C'est simple. Imaginez cette femme, je crois qu'elle avait un métier tout à fait modeste. De toute façon, les Noirs, dans l'état où elle était, je crois que c'était en Géorgie, beaucoup de métiers leur étaient bloqués. C'est très, très simple. Imaginez cette femme, je ne sais pas comment c'était rentrée du travail. Enfin, et elle a décidé de pas s'asseoir à la place qui était réservée aux gens de sa couleur de peau. Et elle a provoqué ce qui a mené à tous ces mouvements pour l'abolition des lois ségrégationnistes qui existaient dans le sud des États-Unis jusque dans les années 60. Ça paraît difficile à croire, et par quelque chose de complètement, tout à fait simple, par son courage, elle a dit non. Donc, on peut tous être des Rosa Parks, on peut tous être. Il y a énormément d'autres exemples. On doit faire des choses, un peu comme je mentionnais Cyrano tout à l'heure, comme des Cyrano, c'est-à-dire je ne porte pas cet acte parce que je l'inclus forcément dans un but de réussite collective d'une révolution qui va tout changer au niveau de la nation ou du continent ou de la planète. Ça, c'est très beau, mais c'est très beau. Mais ça conduit à une forme d'angoisse parce que quand on n'a pas de résultat, on se désespère, on peut tomber dans plus d'agressivité, dans l'aigreur, et ça n'apporte rien de bon. Il faut se dire, je peux tout seul faire quelque chose de grand. Et aussi, je vais m'unir avec d'autres. Et ça change complètement les perspectives. Il n'y a pas qu'à les manifester dans la rue et être des millions à manifester qui changent les choses. C'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce que chacun d'entre nous peut faire. Chacun d'entre nous. Moi, j'ai en tête une action que je ne vais pas dire ici parce que je ne veux pas en influencer certains, mais je peux vous donner un exemple. Est-ce que je vais le faire ou pas? J'étais bien décidé à le faire. Maintenant, je suis un peu dans mon confort là, mais j'avais décidé, et peut-être je vais le faire. Que je allais me rendre dans un commissariat de police et j'allais me rendre et j'allais dire écoutez, arrêtez-moi parce que je suis hors la loi, je suis un assassin de masse, un tueur en série, je ne porte pas de masque, je ne vais pas en porter, je ne respecte pas le confinement, je ne l'ai jamais respecté. Voilà, c'est une action, je ne dis pas que vous la fassiez évidemment, mais c'est une action que quand je suis rentré du Brésil, j'étais vraiment à Paris, la police est venue. À Montparnasse, évidemment, j'ai fait un scandale dans le. Pour les billets, ils voulaient que je mette un masque, j'ai pas voulu. La sécurité est venue, la police est venue, etc. Bon, c'était un truc pas possible, quoi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Et je me suis dit, je vais le faire. Je ne peux pas vivre dans cette folie. Et vous voyez, si demain, il y avait 1000 personnes qui se présentaient dans les commissariats de France en disant « je ne vais pas respecter », ce n'est pas la loi, hein, parce que ce n'est pas une loi, mais je ne vais pas respecter les décrets et tout ça, mon meilleur endroit, c'est être en prison, et les autorités, elles seraient hyper emmerdées. Elles seraient emmerdées. Mais il suffit qu'il y en ait un qui le fasse, et ça peut faire boule de neige. C'est très simple. Vous allez dans un commissariat, vous dites « arrêtez-moi parce que je ne vais pas respecter vos règles ». C'est pacifique, c'est une idée parmi d'autres, et c'est surtout pas, je vous invite surtout pas à le faire, mais c'est une idée qui m'était venue et que je vais peut-être mettre en tout cas, si je suis arrêté, je sais, si quelqu'un me demande une amende, je dirais, je ne vais pas payer l'amende et vous mettez en prison. Donc, si un jour vous voyez que je suis plus là, que vous n'arrivez plus à me joindre, etc., vous saurez où je suis. Et les autorités, sera extrêmement emmerdées. Et donc, c'est le même type d'acte qu'a fait Rosa Parks. Donc, on peut faire des choses individuellement. Il faut oser, il faut être créatif et il faut sortir des chemins, de notre vision en France qu'on a. C'est la révolution, c'est les barricades, c'est être des millions, etc. C'est les pavés, c'est tout ça. Oui, c'est une des formes possibles et une des formes que certainement les choses prendront. Mais il faut penser à vous aussi, à la sauvegarde de votre santé mentale, parce que quand on voit tout ça, on veut se rebeller, on veut faire des choses, on est mal, et on peut le faire chaque jour. Chaque jour, vous pouvez faire quelque chose et vous vous sentirez bien, et vous participerez à ce changement. C'est justement la troisième partie de l'escalier de l'éveil, c'est ce qu'on appelle la remise en question.
remise en question donc, de soi-même, remise en question d'un système. Je vous rappelle un petit peu la notion donc, de l'escalier de l'éveil. On a vu tout à l'heure un événement déclencheur, l'information objective ou moins objective, mais quand elle est objective, elle nous permet de mieux nous ressaisir, de mieux regarder les choses en face, de nos comportements, des comportements de la société. Parce qu'il faut voir ce chemin d'éveil sur deux axes. Un axe de l'individu, comment il va s'éveiller, comment il va se réveiller, sortir de ce somnambulisme dans lequel on est, plongé actuellement. Et puis, la société, elle suit exactement. Donc, en fait, l'un suit l'autre. La société suit les individus et les individus suivent la société. On n'en sort pas, c'est une spirale sans fin si jamais on se laisse aller. La remise en question dont tu parles, David, c'est justement là aussi être capable de regarder nos habitudes. Tu parlais de lâcheté, de courage et de tout ce qui était à mettre en place. Là, il y a une réflexion qui doit certainement être à faire dans chacun de nos esprits. C'est aujourd'hui le moment ou jamais, dans cette période-ci, de dire stop, stop à cette société qui nous entraîne vers un chaos quelque part. Et la société, elle a des tas de choses qui peuvent nous, comment dire, être offertes à l'humanité pour nous sortir de là. Qu'est-ce que tu vois, David, dans ce futur qui est tout près avec les notions de technologie nouvelle, avec quelque part un peu l'effondrement de cette société démocratique telle qu'on la connaît ici et là? Comment tu vois? Là, je vais te donner très peu de temps. Tu vas avoir 6 minutes à tout casser pour pouvoir dire tout ça, parce qu'après, on va donc interrompre l'émission. On a dit pas mal de choses. Mais le futur, est-ce que tu peux nous faire espérer sur beaucoup de choses là? Oui, est-ce que je peux faire espérer? Alors, les nouvelles technologies, c'est très délicat maintenant parce qu'il faut voir que les technologies de la communication et toutes si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est qu'il y a des capacités technologiques, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui n'existaient pas autrefois et qui permettent un contrôle, une propagande, ils permettent que des personnes mal intentionnées aient un pouvoir qu'ils n'auraient pas pu avoir autrefois. Donc, c'est vrai que la technologie, c'est très délicat aujourd'hui parce qu'il risque d'y avoir dans la population plutôt un rejet de la technologie qui va être assimilé aux outils qu'utilisent les puissants pour nous asservir. Elle va plutôt être assimilée à ça qu'une force d'émancipation. Il suffit de voir les technologies de la communication, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus de personnes assimilent ça à un outil de propagande et d'oppression, alors qu'au début, ça a été vu comme une extraordinaire plateforme qui nous permettait justement de nous libérer de la propagande des médias. Et donc, il y a cette partie très, très délicate aujourd'hui avec la technologie. Je pense qu'on a des difficultés concrètement pour la question du paradigme en disant la technologie va nous libérer. Aujourd'hui, la technologie, elle nous a servi quelque part plus avec ce vaccin qui a été fait en un temps record, avec des choses que nous ne maîtrisons peut-être pas complètement. Donc, je pense qu'il va y avoir une forme de rejet de la technologie, ce qui ne facilite pas la tâche du projet paradiste. Là, j'aimerais vous faire espérer. Je pense que l'espoir vient justement de la dimension humaine qui est en nous, cette dimension non technologique, d'une authenticité. Je pense que là, nous, on a un espoir à apporter en disant, tant que tu es dans ton humanité la plus sincère, tu vas dépasser ça et tu vas arriver personnellement et collectivement à dépasser cette période qui fait partie du processus d'évolution de l'humanité. C'est normal quelque part ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois beaucoup plus en la sobriété et l'authenticité humaine comme valeur, comme élément à mettre en avant aujourd'hui que l'élément technologique qu'il faudra remettre ensuite en valeur et qu'on doit avoir en arrière-fond. Mais
il y a une difficulté avec la technologie, le paradigme ou toutes nos idées, c'est d'abord l'authenticité de l'être humain. Et retrouver cette authenticité, ce qui veut dire l'être humain avec toutes ses qualités, notamment le courage, notamment les virus, etc. Je pense que ça permettra de retrouver un espoir, car quand on est dans les plus grandes difficultés, ça nous permet aussi de trouver ce qu'il y a de plus humain en nous. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est que toutes ces personnes qui ont passé des très grandes épreuves, très difficiles, ou ont été à la guerre, etc., parfois elles ont la nostalgie, ou du moins une partie d'elles ont cette nostalgie pour tant de choses qui étaient très dures. Pourquoi? Parce que dans ces moments de grandes difficultés, déjà on se dépasse et on atteint une humanité qu'on a en soi, et qui, dans une vie courante et normale, reste cachée. Et donc, c'est plutôt l'humanisme aujourd'hui, enfin, le paradigme est un humanisme, pour paraphraser un célèbre philosophe français. Nous sommes humains, et il y a quelque chose en nous qui ne mourra pas. Même si vous nous noyez sous vos flots de technologie de la communication, si vous nous noyez sous vos... on va faire face avec notre humanité la plus profonde, la plus sincère. On va se désintoxiquer des idéologies, des pensées, et on va être, comme disait Raël tout à l'heure, on va être tellement des Bouddhas, et en quelque sorte, si on devenait tous des Bouddhas, le chemin serait assez facile, des Bouddhas d'aujourd'hui, évidemment, et des Bouddhas tels qu'ils étaient, et pas tels qu'il est aujourd'hui, peut-être vénéré par certaines personnes. Et donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit regarder. Et après, le paradigme, la géniocratie, tout ça, ça vient. Et la géniocratie, quelque part, on est dans une sorte de géniocratie aujourd'hui. Ce sont des génies on est dans la géniocratie en réalité aujourd'hui. C'est terrible, mais on est dans la géniocratie. C'est-à-dire que ce sont des génies de la finance. C'est une forme de génie. Évidemment, ce n'est pas ce type de génie que nous, on pense. Et des génies des nouvelles technologies, notamment, qui contrôlent le monde et qui se foutent des gouvernements, qui sont aujourd'hui plus forts des gouvernements, et ce qui montre que l'intelligence et le génie sans spiritualité, sans amour, et sans humanité, sans humanisme, ça mène à une catastrophe aussi. Et donc c'est bien, ça nous permet de voir que l'intelligence c'est important, ou des formes d'intelligence géniales c'est important, mais s'il n'y a pas d'amour, moi je dirais, il faut trouver cette authenticité, il faut nous dénuder dans tous les sens. On veut nous empêcher de respirer, ce qui est l'activité la plus fondamentale et première de l'être humain, de tout être vivant d'ailleurs. Il faut nous dénuder et nous retrouver dans une simplicité génitrice et génératrice. Et c'est dans cette simplicité qu'on va trouver la force de dépasser cette crise, qui est une crise, encore une fois, qui était prévisible, et de passer à autre chose si on ne se détruit pas. Voilà. Et oui, il y a le facteur autodestruction, attention, hein, il est là aussi, on arrive à cette époque où on a ce choix. Et là, tu touches quelque chose de fondamental, c'est la notion d'amour, la notion donc de valeur. Hein, nous en sommes très, très, très friands, et bien sûr parce qu'on sait que c'est sur cette marche-là que l'humanité va pouvoir s'élever. S'il n'y a pas l'amour, ce n'est pas possible. Les Elohim nous donnent un message qui est extraordinaire, justement, quand ils nous disent, dans toute chose que vous allez mettre en place, dire ou faire, mesurer par rapport à 4 niveaux, les 4 niveaux de la supraconscience. Ce que vous allez penser, dire et faire, les conséquences et tout ça, qu'est-ce que ça a comme poids par rapport à l'infini? Savoir relativiser les choses par rapport à l'infini avec une constante, l'amour. L'amour est l'élément fondamental. Ensuite, ils nous disent, ajuster aussi ce que vous pensez dire et faire
aux valeurs qui doivent mener l'humanité dans l'humanitarisme. Et tu parlais de la notion d'intelligence et d'humanitarisme. Raël ne cesse de nous le dire, il ne peut pas y avoir de génie s'il n'y a pas l'intelligence, la notion d'humanitarisme avec, sinon on va avec de la froideur, et la froideur amène à la mort. Donc, s'il y a l'humanitarisme, c'est la chaleur qui va envelopper et guider la notion de génie, ce qui n'existe pas aujourd'hui. La notion aussi, c'est mesure les choses par rapport à la société. Ce que tu vas dire, penser et faire, est-ce que ça va élever la société? Son niveau de conscience, est-ce que ça va l'élever? Ça, c'est quelque chose qui est d'une importance capitale. Et puis ensuite, il y a l'individu. Est-ce que moi, individu, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, est-ce que ça m'élève, moi? Est-ce que je m'anoblis, dans le sens du terme le plus noble, justement, en pensant, disant et faisant ces choses? Les Elohim ne cessent de nous le rappeler dans les messages. Pense à cela. C'est ta supraconscience qui va se mettre en marche si tu fonctionnes comme ça en permanence. C'est un entraînement de tous les jours. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, David, je suis heureux. On a passé 1h30 ensemble. Là, ça a passé à une vitesse fulgurante. On a eu quelques petits désordres. La technique va m'en vouloir, mais ça ne fait rien. Je ne les ai pas, comment on dit, fait faire ce qui avait été programmé, mais tout va bien. Ce que tu donnais était tellement plein d'entrain que je n'ai pas voulu te couper. Je vais, si vous le voulez bien tous, et sans musique, vous faire un petit rappel de la paix dans le monde. Un des axes du mouvement raélien, il y a 3 axes principaux, rappelez-vous, on le disait tout à l'heure. Au début, c'est la notion de paix à créer, à générer dans le monde. La deuxième, c'est de construire une nouvelle société où justement le génie et l'humanitarisme doivent être à la guidance de cette humanité. Et puis le troisième axe, c'est préparons-nous à aller dans l'espace, mais alors avant, préparons-nous à accueillir les Elohim et les extraterrestres qui nous attendent, eux là-haut, avec beaucoup de patience et d'amour. Ça, ce sont les 3 axes que le mouvement raélien ne cesse de faire connaître autour de nous au niveau de la planète. Et un axe qui est tout simple, c'est déjà générons la paix. Je vous le répète à chaque émission, je vous invite à consacrer 1 minute. 1 minute par jour, allez, on va dire à 11h moins 5 le matin sur toute la planète, pensez 1 minute à la paix dans le monde. Cette pensée va, on n'en s'en doute pas, mais elle va toucher l'esprit de tous les humains de la planète. La dernière fois, je vous ai raconté un petit peu comment ça se passe. On pense sincèrement avec tout notre corps, qui est une véritable pile d'amour ou de haine, ça peut être les deux. Moi, je vous invite à l'amour, c'est envoyer de l'amour à l'échelle planétaire. Et cette onde d'amour va aller couvrir la planète et aller toucher les cerveaux qui vont le ressentir ou pas, mais ça va influencer. Nous sommes des agents d'influence extraordinaires en ne prenant qu'1 minute par jour de penser à l'amour, penser à la paix dans le monde. Et je vous invite là en ce moment, il n'est pas 11h moins 5, c'est vrai, mais prenons 1 minute, fermons les yeux, allez au plus profond de vous-même, ressentez tout votre corps là, les pieds, les jambes, les fesses, le ventre, les mains, les bras, la poitrine, la gorge, la tête, tout en haut là-haut, puis votre cerveau, ressentez tout cela. Faites passer une onde qui va des orteils jusqu'à l'extrémité de vos cheveux, une onde d'amour. Elle est là, votre corps vibre, vos cellules vibrent, elles se disent entre elles « je t'aime », elles vous disent « je t'aime », vous leur dites « je t'aime », et là on est dans l'amour. Et vous allez offrir cet amour à l'humanité entière et de dire paix. Paix en vos cœurs, paix en votre esprit. Ressentez cette onde qui s'en va et qui part à une vitesse fulgurante autour de la Terre et qui touche 7 milliards d'individus.
En cet instant-là, vous touchez 7 milliards d'individus. Qui, quelque part, vont modifier un tant soit peu les comportements et ils vont se tourner vers cette vision de paix et d'amour sur la terre. Voilà, c'est tout simple, c'est rien d'autre. 1 minute. 1 minute comme cela. Et là, moi, je vous donne rendez-vous demain à 11h moins 5 pour cette pensée. Je vais passer la parole à Marilyn qui va nous donner en très vite le programme, enfin du moins les activités du mouvement. Oui, nous avons de nombreuses activités de par le monde. Ce qui concerne la sauvegarde de l'humanité, l'émancipation de l'être humain, la liberté, la fraternité. Nous avons aussi des académies du bonheur pour apprendre l'épanouissement de l'être humain dans toutes ses dimensions. Et cette semaine, donc samedi, dimanche, samedi 30 janvier, dimanche 31 janvier, sur Zoom, nous aurons une académie du bonheur. Donc, c'est gratuit. 2 jours d'exception pour découvrir les enseignements de Raël et des guides raéliens. Et puis, donc, profiter de cet enseignement simple pour apprendre à mettre en pratique la méditation, pour l'adapter à sa vie quotidienne, etc. Et puis, faire en sorte de développer son bonheur intérieur. Donc, c'est une deuxième session. La deuxième de l'année, il y en aura une troisième. Le thème, c'est sur la révolution amoureuse. Comment apporter la paix en nous et autour de nous. Donc, l'événement est ouvert à tous. Il est gratuit. Si vous voulez vous inscrire, bienvenue. Je vous invite à aller sur rael.org, et puis vous allez dans la rubrique événements et vous aurez toutes les informations. Donc, peut-être samedi, dimanche, en tout cas, j'espère vous voir. Donc, j'étais en train de parler des ateliers qui vont prendre naissance là et où nous allons donc pouvoir rassembler les gens qui ont envie de réfléchir, de travailler sur les thèmes que nous abordons là dans ces émissions. Il y a beaucoup à faire sur cette planète et on a beaucoup à apporter à cette humanité. Voilà. Donc, pour ces ateliers, si vous êtes intéressés, prenez contact avec le mouvement raélien qui nous transférera effectivement cette idée de rassembler autour d'ateliers pour un meilleur être sur la planète. J'ai terminé, je crois. Je n'ai plus qu'à remercier toute l'équipe technique qui, quelque part, je l'ai fait galoper dans tous les sens. Ça me fait plaisir, parce qu'il faut entretenir le sport, c'est ça dans l'équipe. Est-ce que je peux intervenir avant que tu ne coupes oui, 2 minutes? Vas-y. Quelques mots. Donc j'aimerais pour finir apporter quelques mots du poète Walt Whitman qui disait « Ô moi, ô la vie, tant de questions m'assaillent sans cesse. Qu'y a-t-il de bon en cela, ô moi, ô la vie ?» Réponse: que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le prodigieux spectacle de la vie continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera ta rime? Merci, voilà. Evelyne. C'est une bonne question. Quelle va être ta rime? Merci, Evelyne. Merci, David, pour tout ce temps que tu as passé avec nous. Merci pour ton éclaircissement sur ta vision de tes voyages et puis surtout de ta réflexion sur cette situation qui interpelle beaucoup de monde. Ce que je conclus dans cet entretien, c'est que malgré les bobos qu'on nous a occasionnés sur la tête et dans la tête, il y a encore un horizon fantastique et on est capable donc de se redresser, de se remettre en question, de choisir les atouts dont on dispose, parce qu'on a un héritage fantastique autour de nous, qui est dans les techniques, c'est vrai, et aussi dans les valeurs qui existent. Donc les réactiver de manière à faire en sorte que nous reprenions notre destinée en main d'une manière responsable et adulte, quoi, en ayant un cœur d'enfant. Merci Jean-Pierre, merci à tous. Je vous aime très fort, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. et bravo pour ce que tu fais, ce que vous faites, l'équipe technique. C'est super bien réussi.
petit couac, c'est pas grand-chose. Oui. Et merci à tous ceux qui étaient là. J'ai essayé de rentrer à l'Université du Bonheur au Congo. J'étais au Brésil. Je crois que j'ai pas bien converti les horaires. Et chaque fois, j'arrivais après et j'étais vraiment pas content parce que j'avais vraiment très envie d'être là avec vous. Alors, je pouvais pas y être le matin parce que c'était lourd pour moi, mais j'ai pas bien. J'étais frustré parce que j'ai pas réussi à rentrer. Alors, la prochaine qui est en Kama, je vous promets, je serai là, mais en public évidemment. Hein, parce que c'est le seul continent raélien où je ne suis pas allé. Et je suis allé en Australie, j'ai vécu un peu dans tous les continents raéliens où j'ai passé un moment, sauf Kama. Alors voilà. Alors tu as déjà, c'est une là. promesse que tu fais à Kama, David, parce que Kama est bien présent ce soir là. Hein, tu as Eh vu. ben oui, c'est pour ça que je dis. Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonne réflexion avec tout ce qui a été évoqué et faites passer le verbe amour, paix, ambassade. Et c'est ce qu'on doit réussir à faire passer dans l'esprit de tous nos frères humains. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre.